Bonjour à vous tous, les vieux loups de mer, les chercheurs de trésors. Êtes-vous en quête d'une nouvelle épave à exhumer? Eh bien dans ce cas, je suis des vôtres. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble on sorte de ces profondeurs un vieux, très vieux transatlantique français complètement oublié. J'aimerais vous raconter l'histoire de la ville du Havre, c'est son nom. Enfilez votre scaphandre, passons par-dessus bord pour descendre dans les profondeurs glaciales de l'Atlantique, là où aucune lumière ne pénètre et où le silence est assourdissant. Mettons en lumière l'épave du Ville du Havre et écoutons le récit de son triste naufrage. Le Ville du Havre voit le jour en 1865. C'est un paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique, alors toute jeune. L'entreprise créée en 1855 par les frères Pereire s'appelle d'abord Compagnie Générale Maritime. C'est sous l'impulsion de l'empereur Napoléon III qu'elle devient la Compagnie Générale Transatlantique et qu'elle devra à présent desservir la ligne jusqu'à New York en passant par Brest pour acheminer le courrier. Elle dispose ainsi d'un financement. Le navire qui nous intéresse donc aujourd'hui est construit en Angleterre au Thames Iron Work and Shipbuilding Company. Sa coque d'acier mesure alors 111 mètres de long pour 14 mètres de large et une jauge brute de 3376 tonneaux. Le tout propulsé par 2 roues à aubes alimentées par une machine à vapeur lui permettant d'atteindre, sur le papier, la vitesse de 13 nœuds. Notons à ce moment que le paquebot s'appelle Napoléon III. Il ressemble à une grande coque, il n'y a pas de superstructure. À l'arrière, il y a ce qu'on appelle une dunette, qui est une partie surélevée où on trouve des canaux de sauvetage. Comme tout navire de cette époque, il y a 2 mâts pour porter des voiles et aider à faire avancer le navire. En son milieu, 2 cheminées. Les équipements sont dans l'air du temps. Une belle salle à manger et un salon de convivialité qui occupe toute la largeur de la coque. Ce ne sont pas des pièces très lumineuses, puisque de part et d'autre, seuls des petits hublots laissent passer la lumière. Au plafond, on y trouve également quelques puits de lumière pour éclairer la pièce au mieux. On habille les murs de panneaux de bois, et au centre de la pièce, il y a des poteaux pour rigidifier l'ensemble, autour desquels on trouve des mains courantes pour s'agripper en cas de gros temps et pouvoir traverser la pièce sans risquer de se retrouver au sol. Le Napoléon III possède, comme les autres paquebots, des cabines exiguës, toujours, mais pratiques et confortables le temps d'une traversée. On le met à l'eau en 1866 où on termine de l'équiper, et c'est le 15 avril 1866 qu'il réalise ses essais en mer. Il atteint timidement les 12 nœuds de moyenne, ce qui ne satisfait pas du tout la Compagnie Générale Transatlantique, qui dans un premier temps refuse donc la livraison du Napoléon III. Les machines ont peut-être besoin d'être un peu rodées. On autorise alors une première traversée vers New York le 26 avril, au départ du Havre. Et cela semble porter ses fruits, puisqu'il atteint la vitesse moyenne de 13,20 nœuds, lui permettant d'arriver à New York le 10 mai, après 14 jours de traversée. C'est long, oui, surtout remis dans la perspective d'aujourd'hui avec l'aviation. Mais le trajet faisait partie du voyage. Les 13 nœuds étant atteints, la Compagnie Générale accepte la livraison du bateau. Mais il reste toutefois le navire le moins rapide de la flotte actuelle, composé, entre autres, du France premier du nom. Bon, l'arrivée de la French Line sur la ligne transatlantique est tardive, et ces bateaux à aubes sont déjà obsolètes. L'avenir, c'est l'hélice centrale. L'année 1870 est une année de bouleversement en France. La guerre franco-prussienne fait rage, la France combat l'Allemagne et l'empereur Napoléon III est capturé, débouchant en septembre sur la proclamation de la Nouvelle République. Le Napoléon III est alors renommé Invasion III. Le 16 septembre 1871, il quitte le Havre en direction des chantiers de Hepburn-on-Tyne, Angleterre, pour y subir une refonte massive. Au programme, on supprime les 2 roues à aubes, on pose une hélice centrale et des nouvelles machines bien plus puissantes. Ensuite, on rallonge le bateau de 17 mètres, portant sa taille à 128 mètres et sa jauge atteint donc les 5065 tonneaux. Il peut à présent transporter 170 passagers de première classe, 100 en seconde et 50 en troisième. Pour marquer cette transformation, il ne lui manque qu'un nouveau nom. Donnons-lui alors le nom de son port d'attache. Il devient ainsi Ville du Havre. Les travaux ont été longs, et c'est donc en mars 1973 que le Ville du Havre reprend son service en direction de New York.
Nous voici donc arrivés au moment fatidique qui nous intéresse. Nous sommes le 15 novembre 1873, au port de New York. Le Ville du Havre est à quai et on charge dans ses cales une cargaison de coton, de blé, de cuir et de graisse ainsi que du courrier. 141 passagers embarquent à son bord avec 172 hommes de l'équipage. Parmi ces passagers, quelques noms notables. Rufus Wheeler Peckham, 64 ans, avocat et juge américain, membre du Congrès, qui voyage avec sa femme Mary à destination du sud de la France où ils se rendent pour suivre une cure car la santé de monsieur décline ces derniers temps. Hamilton Murray, 23 ans, un jeune diplômé de l'université de Princeton qui voyage avec sa sœur Martha, âgée de 20 ans. Victor Malfait, dit Collodion, caricaturiste français, voyage avec sa jeune épouse Faustine, une artiste lyrique. Ils se sont mariés le 28 juillet et depuis, Victor honore des contrats qu'il a avec des théâtres où il se produit. Là, il rentre donc de New York après s'être produit à plusieurs reprises à l'Olympic Theatre depuis le mois de septembre. Parmi eux se trouve également Felipe Larrazabal, musicien, avocat, journaliste politique, homme politique et écrivain vénézuélien, expulsé de son pays suite à des actions menées contre le gouvernement en place. À court d'argent, il a donc rejoint New York dans le but de s'embarquer sur le Ville du Havre pour se rendre en France afin d'y faire publier certaines de ses œuvres et renflouer son portefeuille. Horatio Spafford, célèbre avocat américain, devait être du voyage avec sa femme Anna et leurs 4 jeunes filles. La veille, Horatio fut retenu par ses affaires à Chicago et ne put prendre part au voyage. Seules ses filles et sa femme s'embarquent donc sur le Ville du Havre en quête de leur voyage à Paris où M. Spafford les rejoindra plus tard. Il est aux environs de 3 heures de l'après-midi et le Ville du Havre largue ses amarres. Aidé des remorqueurs, il s'éloigne des quais de la French Line, remonte l'Hudson et fait ses adieux à New York. Pour ce voyage, derrière la barre du Ville du Havre se trouve le capitaine Surmont. Si les premières heures après le départ se passent tranquillement, assez vite, le temps se gâte et Surmont affronte une tempête pendant les premiers jours. Tandis qu'il approche des grands bancs de Terre-Neuve, le calme revient. Mais vous le savez maintenant ce qu'on trouve dans cette région. Eh oui, l'histoire se répète. Le Ville du Havre entre dans un brouillard intense, une véritable purée de pois où on ne voit rien de rien. Surmont restera alors sur le pont tout le temps, faisant résonner le sifflet du navire et réduisant grandement la vitesse du bateau. Il refusa de quitter la passerelle et de laisser ses officiers opérer des manœuvres à la barre. Surmont était un capitaine consciencieux, mais il n'était pas au bout de ses peines. Sorti du brouillard, le vent se lève à nouveau. Et le Ville du Havre est ballotté dans les creux immenses de l'océan Atlantique. Et non, messieurs, dames, le Ville du Havre n'a pas coulé dans le brouillard. L'histoire est un peu différente cette fois. Je ne voudrais pas vous lasser. Enfin, le 21 novembre, 6 jours après le départ, le calme revint. Le Ville du Havre se trouve maintenant au beau milieu de l'Atlantique. C'est une belle journée. Surmont sourit en voyant ses passagers venir prendre l'air sur le pont. Les enfants forment une véritable tribu et ensemble, ils jouent sous l'œil amusé des parents. Certains des passagers viennent trouver le capitaine qui peut enfin souffler et se laisser aller à des conversations. Il le félicite alors d'avoir su mener son bateau à travers ce gros temps qui semble maintenant loin derrière eux. On aperçoit Felipe Larrazabal dans le salon en train de rédiger des lettres. Non loin de lui, Hamilton Murray termine un livre en saluant d'un hochement de tête Rufus Wheeler Peckham et son épouse qui rentrent d'une promenade sur le pont. La nuit tombe petit à petit. Surmont fait allumer les feux du bateau, puis descend dans la salle à manger du navire. Ce soir, elle est pleine. Tout le monde a un grand appétit après ces derniers jours de tempête. On se régale, puis les passagers se retirent dans le salon où sur le piano, un concert s'improvise. Chacun y va de son talent pour y jouer son morceau favori. On termine alors par jouer La dernière pensée de Weber. Sur ces dernières notes, petit à petit, chacun regagne sa cabine où une douce nuit de sommeil les attend. Cette mer calme promet un bon repos. Enfin. De son côté, le capitaine calcule leur position avec ses officiers. Puis, fatigué, il descend dans sa cabine pour se reposer lui aussi. Le Ville du Havre s'enfonce dans la nuit.
partir de ce moment, on ne sait plus trop ce qu'il se passe à bord car les principaux intéressés qui auraient pu apporter leur témoignage n'ont pas survécu à ce qui va suivre. Il est peu avant 2 heures du matin et soudain, le calme du bateau est troublé par des pas précipités. Des ordres sont hurlés de part et d'autre et soudain, le Ville du Havre est secoué par un choc net et violent qui précipite les passagers au pied de leur lit. Le capitaine accourt sur le pont et voit qu'un voilier 3 mâts a enfoncé sa proue dans la coque du transatlantique jusqu'à la moitié de la salle des machines. Il observe rapidement la scène et comprend très vite qu'il n'y a plus rien à faire à part organiser l'évacuation sans plus attendre. Le Ville du Havre est perdu. Surmonte observe une brèche d'environ 5 ou 6 mètres dans le flanc tribord de son navire. L'eau émet un grondement sinistre tandis qu'elle se fraie un chemin dans la coque, descendant dans les ponts inférieurs du transatlantique presque coupé en deux. Il est déjà trop tard pour fermer les clasons étanches et dès les premières minutes, l'eau paralyse le navire en entrant dans ses chaudières. Les passagers se massent sur la dunette du Ville du Havre où Surmonte fait débâcher rapidement les canots et commence à organiser l'évacuation en attribuant les tâches à ses officiers. Les passagers sont en tenue de nuit. Certains sont nus. Personne ne prit le temps de rassembler ses affaires. Tous semblent résignés et peu en proie à la panique. Seuls les enfants pleurent, surpris ou terrifiés, accrochés à leur mère et grelottant, écarquillant les yeux à chaque oscillation du paquebot ou chaque grondement remontant de ses entrailles, laissant comprendre que la fin arrive rapidement. Le voilier ayant éperonné le Ville du Havre est le Loch Earn, clipper anglais, parti de Londres en direction de New York. Long de 70 mètres, coque en fer, 3 mâts, 85 passagers et membres d'équipage à son bord. La collision a sérieusement endommagé sa proue et une légère voie d'eau est détectée. Le charpentier du voilier travaille déjà à faire colmater cette brèche et s'attelle avec son équipe à fabriquer une cloison étanche. Le capitaine William Robertson ne perd pas une minute et fait immédiatement descendre ses chaloupes pour venir en aide au Ville du Havre qui va couler très vite, c'est une certitude. Sur les ponts du transatlantique, on s'apprête à faire descendre 2 canots, emportant en tout une 50aine de passagers, femmes et enfants. Le violent choc avec le Loch Earn avait sérieusement ébranlé le grand mât arrière du paquebot et le mât d'Artimon, plus petit mât à l'arrière du navire. Ceux-ci oscillaient de plus en plus. Soudain, les cordages qui le maintiennent se rompent un à un et les 2 mâts viennent s'écraser sur le pont, brisant au passage les 2 embarcations qui chutent à l'eau. Certains sont tués sur le coup, d'autres se noient. Les plus chanceux parviennent à s'accrocher à des débris, tandis que ceux qui savent nager tentent de rejoindre le Loch Earn et ses chaloupes qui se dirigent vers eux. Pour autant, peu cèdent à la panique. Tous semblent résignés et comprennent que leur salut arrivera dans quelques minutes. Des courageux matelots tentent de dépêtrer de là les quelques malheureux coincés sous les mâts ou emmêlés dans les cordages. Mais cet événement n'a fait qu'accélérer la descente du paquebot vers le fond. Le poids des mâts tombés les fait s'incliner de plus en plus sur tribord. Au centre du navire, entre les 2 cheminées, Rufus Wheeler Peckham se soutient avec son épouse Mary. Il assiste bouche bée à la chute des mâts et leur destin laisse maintenant peu de place au doute. Il se tourne alors vers sa femme, lui prend les mains, et ses dernières paroles ont alors été, avec un grand sang-froid, « Ma chère, notre heure est venue, mourons avec courage. » Personne ne les revit ensuite. Passant à côté, une jeune fille soutient sa mère en disant « Courage, mère, dans quelques minutes, nous serons au ciel. » Murray Hamilton et sa sœur Martha s'accrochent l'un à l'autre en marchant vers les canots dans l'espoir d'y trouver une chaloupe. Un prêtre passe d'un groupe à l'autre, dans la précipitation, pour donner les dernières prières. Les femmes sont résignées, les hommes dignes, tous pris, certains à genoux. Les enfants à demi nus contre leurs parents pleurent. Ils devinent le péril sans le comprendre. Le paquebot s'incline encore. On s'agrippe au cabestan et à tout ce qu'on peut trouver sur le pont. Dans un dernier râle, le Ville du Havre s'enfonce et disparaît sous les flots qui tourbillonnent, emportant en son ventre ses passagers. Le tout en moins de 15 minutes après la collision. Les remous rejetèrent des corps à la surface, dont certains, encore en vie, cherchent à présent à s'accrocher à des morceaux de l'épave. Un canot chargé de femmes et d'enfants qui était mis à l'eau dans les derniers instants fut projeté sur le mât d'Artimon tombé quelques minutes plus tôt.
Celui-ci perça l'embarcation qui prit l'eau, laissant les malheureux se débattre eux aussi au milieu de ce chaos de débris et de cadavres. Ici, en proie à la panique, un homme s'accroche aux cheveux d'une femme qu'il tire en arrière, tandis qu'elle tend ses bras vers une embarcation surchargée qui passe non loin. Sur le point de chavirer, tant les malheureux tentent d'y monter. À son bord, évidemment, on repousse autant que possible ces pauvres fous avec ce qu'on peut. Coups de rame, morsures. Il en va de sa propre survie maintenant. Une autre jeune fille appelle faiblement au secours. Agrippée à un panneau de bois, une blessure béante à la tête. Les embarcations du Loch Earn arrivées sur place repêchèrent autant de survivants que possible. Jusqu'à ce que l'aube arrive, ils firent des allers-retours jusqu'au voilier en mauvaise posture pour transférer les naufragés. Ils demeurèrent sur place jusqu'à ce que tout soit silencieux. Jusqu'à ce qu'on n'entendît plus une voix, plus un râle, plus un pleur, laissant seuls au milieu des vagues les débris de ce qui fut le Ville du Havre et les corps inanimés de ses passagers. Surmonte coula avec son navire. Il fut rejeté par les remous tandis que son bateau descendait droit vers les abysses. À la surface, il put s'accrocher à une planche et fut ramené à bord du Loch Earn. Anna Spafford fut sortie de l'eau, seule, sans ses 4 filles restées prisonnières de l'épave. Rufus et Mary Wheeler Peckham ne seront jamais retrouvés non plus. Il en va de même pour Victor Collodion et sa jeune épouse Faustine, Hamilton et Martha Murray et Felipe Larrazabal, tous morts cette nuit-là. Les 87 naufragés sortis de l'eau, 26 passagers et 61 membres d'équipage, sont recueillis démunis sur les ponts du Loch Earn. Ils sont là, à moitié nus et grelottants. Les passagers anglais font alors preuve d'une grande solidarité en apportant des vêtements et des couvertures. Anna Spafford cherche des yeux ses filles. De l'autre côté, une petite fille de 9 ans sanglote en ne trouvant pas ses parents qui, de toute évidence, appartiennent maintenant à ce cruel océan qui, cette nuit, a encore fait des orphelins et nombre de malheureux en emportant avec lui plus de 226 âmes des 313 présentes à bord du Ville du Havre. Pour autant, ils ne sont pas tout à fait sortis d'affaire. La brèche du Loch Earn est plus ou moins colmatée, du moins suffisamment pour leur donner le temps d'atteindre un port le plus proche, pense le charpentier, mais pas avec autant de passagers entassés à son bord. Vers 10h du matin, on aperçoit les vales d'un 3-mâts et on lui fait signe de venir au plus vite. C'est le Tremontaine, voilier américain qui, arrivé sur place, commence alors à transférer les rescapés sur ses ponts. Il reprend son chemin et déposera les malheureux à Cardiff, en Angleterre, le 1er décembre, soit 8 jours après le drame. 3 marins restent à bord du Loch Earn et tentent de le ramener vers un port. Mais, à nouveau, l'océan devient mauvais et le voilier déjà très endommagé prend l'eau. Ils sont forcés d'abandonner le navire et sont recueillis par un autre voilier. Le Loch Earn sombre à son tour. Un de plus au fond de l'Atlantique. Qui est alors responsable de ce drame ? Les officiers du Loch Earn sont formels. Leur feu était allumé, ils ont vu le Ville du Havre qui, semble-t-il, n'a pas manifesté vouloir faire la moindre manœuvre pour laisser la priorité aux voiliers, comme l'exige la réglementation. Les officiers et les vigies ont-ils vu le voilier ? Le guetteur s'était peut-être assoupi et ne l'a vu que trop tard. Ou bien alors, ont-ils pensé qu'ils auraient le temps de passer avant de se croiser avec le Loch Earn ? On ne sait pas. Les personnes concernées reposent avec l'épave du bateau. Quoi qu'il en soit, l'incident est de la faute de l'équipage de la Ville du Havre. Tandis que le Tremontaine conduisait les rescapés à Cardiff, un pasteur passait parmi eux pour prier. Il conversa pendant un moment avec Anna Spafford qui lui dit « Dieu m'a donné 4 filles, 4 magnifiques filles. Maintenant, il me les a arrachées. Un jour, je comprendrai peut-être pourquoi. » Arrivée à Cardiff, elle fit envoyer un télégramme à son époux Horatio. Ce message disait entre autres « Je suis saine et sauve, seule. Que puis-je faire ?» Immédiatement, Horatio s'embarqua sur le premier transatlantique à quitter New York en direction de l'Angleterre. En chemin, ils passèrent sur le lieu du naufrage, 47 degrés nord, 38 ouest. Le capitaine lui fit savoir que c'est ici que reposaient ses filles. Durant ce voyage, Horatio écrivit une lettre à sa belle-sœur disant « Ce jeudi, nous sommes passés au-dessus de l'endroit où reposent l'épave et les filles.
au milieu de l'océan, 5000 mètres plus bas. Mais je ne pense pas à elles ici. Elles sont ailleurs, saines et sauves, mes 12 agneaux. Il composa également pendant cette même traversée les paroles de l'hymne protestant « It is well with my soul », dont Philip Bliss fera l'instrumental qu'il nommera « Ville du Havre ». When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll. Il y a une vieille croyance, une superstition parmi les vieux loups de mer. Il se dit dans les ports que lorsqu'un navire a été nommé, baptisé, on ne doit jamais changer son nom, sinon il perd la protection de Dieu. Croyez-le ou non. Les coordonnées de l'épave du Ville du Havre sont connues, enfin. On nota celles du lieu du naufrage. À ma connaissance, on n'a jamais cherché à l'explorer. Il est vraiment au beau milieu de la route de l'Atlantique Nord, dans les eaux profondes, très profondes. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Arrivez-vous à vous la représenter, à l'imaginer? Fin de plongée. On remonte. Mon récit est à présent terminé. Si celui-ci vous a plu, que vous avez des remarques ou des commentaires, vous pouvez m'écrire à lecimetièredelocéan tout attaché @gmail.com. Je lirai votre message avec plaisir et je vous répondrai. Vous pouvez également rejoindre les pages Facebook et Instagram Le Cimetière de l'Océan. J'y poste parfois quelques photos pour illustrer mes récits. Je vous retrouve donc dans un mois pour un autre récit de naufrage ou une histoire sur un paquebot transatlantique.